À toi, Françoise, pour conclure cette université. Bien, merci Jean-François de m'avoir chauffé la salle. Et donc, nous voilà arrivés au terme de cette université d'automne. Il me revient de conclure en tant que présidente. Et je vous avoue qu'au vu de la proposition de la dernière table ronde de ce matin, eh bien, je ressens un véritable honneur, une vraie responsabilité, et je peux dire aussi que ce n'est pas complètement une mince affaire. Voilà, c'est dit. Cette université d'automne a été, je crois, un bon cru, voire même un excellent cru. Bon cru par le nombre des participants, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a longtemps, me semble-t-il, que nous n'avions eu une aussi bonne participation à l'université d'automne. Sans doute, le thème y est pour quelque chose. Thème, évidemment, qui trouve un écho dans l'actualité, malheureusement, mais c'est aussi un thème qui touche à nos fondamentaux. Et s'il y a quelquefois des doutes dans l'esprit de certains ligueurs quant à notre légitimité d'intervenir sur certains sujets, je crois que par rapport à ces questions de racisme et d'antisémitisme, il n'y en a absolument aucun. Bon cru aussi par la qualité des intervenants, dont les regards croisés, pluridisciplinaires, alliant histoire, sociologie, philosophie, anthropologie, j'en ai peut-être oublié, qui nous ont permis de saisir les évolutions, les mécanismes et les visages du racisme d'aujourd'hui, mais aussi de mieux cerner les évolutions du mouvement antiraciste, sachant qu'à côté des grandes associations antiracistes historiques, sont effectivement apparus au cours des dernières années de nouveaux acteurs. Vous savez, en lançant mercredi dernier, avec quelques difficultés certes, l'appel « Nous ne céderons pas », appel qui est aujourd'hui signé par plus de 70 organisations, appel que nous allons sans doute, parce que nous en avons eu la demande, ouvrir à des signatures individuelles. En faisant ça, la Ligue a fait la démonstration de sa capacité à réunir des organisations qui ont parfois du mal à travailler ensemble. Et c'est un peu un euphémisme. Une fois de plus, elle a permis le rassemblement, elle a servi de pont, sans rien céder sur ses fondamentaux. Eh bien, d'une certaine façon, ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, avec cette université d'automne, est absolument dans la même ligne. Cette université d'automne ne se terminera pas par le lancement d'un texte commun. Ce n'est pas son rôle. Mais je crois que nous pouvons nous réjouir d'avoir permis que ce matin s'amorce un débat ouvert, sans concession, un peu chaud parfois, avec quelques-unes de ces organisations qui ont émergé au cours des années 2000, organisations qui se situent sur le terrain du droit, mais qui s'organisent autour d'une priorité communautaire que nous jugeons parfois trop souvent exclusive. Je vous signale que nous avions aussi invité le CRAN, qu'ils ne sont pas venus et que nous le regrettons vivement. L'émergence de ces nouveaux mouvements relève d'une sorte de dynamique centrifuge qui renvoie elle-même à des stratégies d'existence, à de réels désaccords politiques. Mais ayons le courage de reconnaître que l'émergence de ces mouvements moins universalistes renvoie à la difficulté, voire à l'incapacité des forces constituées antérieurement, forces dont nous faisons partie, à devenir légitimes au regard de communautés de fait. Cette dynamique renvoie aussi aux difficultés que nous pouvons rencontrer en termes de renouvellement générationnel et d'élargissement sociologique. Globalement, ça a déjà été évoqué, la Ligue reste trop une organisation de femmes et d'hommes d'âge mûr, pour dire les choses délicatement, dont les adhérentes et les adhérents sont majoritairement blancs et appartiennent majoritairement à la classe moyenne plus, voire plus. Alors évidemment,
nous ne sommes pas la seule association dans ce cas, mais ce n'est pas une consolation. Et je dois vous dire que ces questions nous concernent tous. Il nous appartient à tous de nous en saisir parce que c'est l'avenir de la ligne qui est en jeu. Alors, au terme de cette université d'automne, quel enseignement et quelle perspective pouvons-nous tirer? D'abord, je crois qu'il nous faut reconnaître que le racisme n'est pas réductible à l'extrême droite. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais été. Ça a été fait déjà, mais effectivement, on peut se rappeler de Jules Ferry et de ses discours sur la supériorité de la race blanche. En même temps, si le discours raciste a muté, s'il se passe aujourd'hui du biologique trop discrédité après les horreurs commises par le régime nazi, s'il s'appuie maintenant sur le culturel, vous savez, la fameuse phrase « ces gens ne sont pas comme nous, ils n'ont pas vocation à s'intégrer », il a contaminé la droite et pas seulement la droite. Après des décennies de discours xénophobes, d'assimilation entre immigration et insécurité, entre musulmans et islamistes, entre islamistes et djihadistes, le discours raciste s'est libéré, banalisé, en témoignent d'ailleurs ceux qui circulent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il n'y a pas que le discours qui a progressé, les actes aussi. Et je vous renvoie d'ailleurs, vous savez, au rapport annuel que fait la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rapport qui, depuis plusieurs années, montre une recrudescence des actes antisémites et des actes islamophobes. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie du bouc émissaire, décrite par René Girard, continue à bien fonctionner. Cible prioritaire du rejet, je dirais en tête les Roms. C'est vrai qu'il en a été assez peu question au cours de ces 2 jours. Les Roms, les musulmans, singulièrement à travers leurs pratiques religieuses et avec une véritable focalisation sur la figure de la femme voilée, et toujours les Juifs, sempiternellement assignés à une batterie de préjugés antisémites, notamment en ce qui concerne leur rapport à l'argent. Qu'est-ce qui permet cette progression? Je dirais 4 facteurs. Premièrement, il me semble qu'il faut d'abord interroger l'individualisation extrême qui caractérise notre société. Cette individualisation se traduit par un affaiblissement des solidarités, même si les individus peuvent ponctuellement faire preuve de solidarité. On le voit par exemple par rapport aux migrants, quelquefois, on le voit aussi quand il y a des catastrophes naturelles, mais aussi ce qui caractérise, je crois, notre société, c'est une exacerbation des compétitions entre individus. Compétition au travail, compétition à l'école, compétition dans l'accès au logement, etc. En cause aussi, il me semble, l'effacement des mythes du progrès partagé et la défaite du politique, liée en partie à l'affaiblissement des États. Au fond, les 2 conjugués créent un véritable sentiment d'insécurité sociale, une hantise du déclassement, et tendent à ce que la lutte des races se substitue à la lutte des classes. Troisième facteur, me semble-t-il, l'ethnisation croissante, voire la racialisation des rapports sociaux et des questions sociales. Phénomène qui ressurgit d'ailleurs avec force à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle des émeutes, et phénomène aussi entretenu par des discours médiatisés, parfois portés des hommes qui ne cessent de déplorer leur exclusion des médias. Vous voyez, je pense à Zemmour, je pense à Michel Onfray, je pense à Alain Finkielkraut. Et ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, nous aimerions bien que la Ligue des droits de l'homme dispose du même temps d'antenne que ces hommes qui, notamment, et vraiment, ce serait pour nous une belle proposition, je pense à Alain Finkielkraut, par exemple, dispose d'une chronique hebdomadaire sur France Culture. Dernier point, ça a été évoqué, l'instrumentalisation de la laïcité. Cette laïcité est devenue un véritable cheval de bataille pour le Front National, mais pas seulement, non plus. Et je crois que depuis quelques années, on assiste à un véritable concours l'épine
des mesures qui seraient censées incarner la laïcité. Évidemment, ça passe par le voile, hein, pendant un moment, ça a passé par la longueur des jupes. Bien sûr, il y a la question des prières de rue, bien sûr, il y a la question des repas dans les cantines. Donc, on a vraiment l'impression que sur ce plan, eh bien, chaque jour apporte une nouvelle proposition. Face à cela, nous devons, en tant que Ligue, répéter que plus que jamais, il est nécessaire de cultiver solidarité et unité. C'est la condition sine qua non pour que vive la devise républicaine que certains de nos dirigeants ne cessent d'agiter de manière quasi incantatoire. Il nous faut aussi dénoncer tout ce qui contribue à entretenir l'amalgame, la stigmatisation, la haine. Et on voit bien à quel point les attentats, mais aussi la réponse gouvernementale en termes d'état d'urgence, vont souffler sur des braises qui ne demandent qu'à s'enflammer. C'est une des raisons, avec la question des libertés, avec la question de la démocratie, qui nous a conduit à prendre sur cette question la position que vous connaissez. Cette position n'est pas facile, je peux vous le dire, nous avons tous fait l'expérience ici de défendre cette position, notamment dans les médias. Mais je crois qu'on peut dire que les choses bougent. J'en veux pour exemple un remarquable entretien que Jean-Marie Delarue a donné aujourd'hui au journal du Challenge. Vous savez, Jean-Marie Delarue, c'est l'ancien contrôleur des lieux de privation de liberté. Écoutez, je vous conseille de le lire, mais je prie ce qu'il dit. Il dit cette phrase: « Je ne me reconnais plus dans la gauche de ce pays ». En même temps, cette stratégie de contre-offensive antiraciste, dont nous voyons bien l'urgence, suppose un certain nombre de conditions. D'abord, je crois qu'il est urgent d'inscrire le mouvement antiraciste dans le débat public, alors qu'il est trop longtemps resté marginalisé. Il est urgent aussi de sortir du discours moralisateur sur le racisme, parce que ce discours moralisateur ne fonctionne pas. Et peut-être même devons-nous interroger le discours pédagogique sur le racisme, tel que le plan antiracisme développé par le gouvernement après l'attentat de Charlie Hebdo peut le faire. Ce plan, entendons-nous bien, a le mérite d'exister. Mais il est marqué par une démarche du type « on va vous expliquer », plus autoritaire que pédagogique. Un peu comme si notre pays était confronté à un simple déficit d'éducation et qu'il suffirait d'éduquer les gens, singulièrement d'ailleurs les victimes du racisme. Sachant aussi que par rapport à cette éducation, bien entendu, les niveaux d'éducation ne sont pas uniques. Il y a l'éducation nationale, mais il y a aussi l'éducation populaire, et puis il y a aussi le politique. Pour être efficiente, cette contre-offensive ne doit ni nier le réel, ni renoncer à le transformer. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas nier le réel ? Il me semble que cela consiste avant tout à regarder les différences de traitement, les discriminations, un certain nombre de pratiques qui effectivement font système. Et je vous renvoie aussi ce combat que nous menons, sans grand succès certes, autour des contrôles d'identité. Parce que je crois qu'il y a, avec la police, effectivement, un vrai racisme systémique et structurel. Quant à la nécessité de transformer le réel, elle s'appuie peut-être sur la mise en place de nouveaux outils, et vous avez pu constater que la question des statistiques ethniques a été reposée. Mais je crois aussi que cette nécessité de transformer le réel s'appuie aussi sur la promotion de solidarité adossée à des pratiques sociales, visant à lutter contre les discriminations en termes d'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement. Tout cela pour faire vivre l'égalité au quotidien. Transformer le réel, c'est aussi ne pas accepter les enfermements identitaires, les assignations à résidence identitaires, le plus souvent d'ailleurs mono-identitaires, et ne pas accepter tous les culturalismes qui figent et qui essentialisent.
Cette contre-offensive ne doit ni hiérarchiser, ni les formes, ni les cibles du racisme, et ne pas entrer dans le jeu des concurrences victimaires. Cela à un moment où le Front National est sur le point de gagner des régions, voire plus. Il y a effectivement besoin de faire front commun, en particulier pour transformer ce réel. Enfin, dernier point, il nous faut, je crois, pratiquer une unité d'action les yeux ouverts. Il est important que nous ne mettions pas nos différentes appréciations sous le tapis, que nous ne fuyons pas les débats, et que nous cultivions ce qui nous rapproche, nos nécessaires combats communs. Ce n'est pas toujours facile, y compris au sein des grandes organisations antiracistes, mais nous pouvons y parvenir, et je vous rappelle que c'est avec ces quatre, dont nous faisons partie, que ce sont ces quatre associations antiracistes qui ont à la fois organisé cette manifestation pour protester contre les insultes dont Christiane Taubira était l'objet, qui ont aussi organisé l'appel du camp des Milles et qui ont aussi organisé cette campagne Grande Cause nationale, lutte contre le racisme, Grande Cause nationale, dont vous avez pu voir les clips pendant l'université d'automne. Mais ce dialogue, effectivement, il faut que nous le menions aussi, alors peut-être pas demain, mais plus tard après-demain, avec ces organisations qui puisent leur inspiration dans les luttes féministes et antiracistes des associations noires nord-américaines. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, si la marche pour la dignité a été parrainée par Angela Davis. Associations qui entendent marquer leur rupture avec un antiracisme qu'elles décrivent comme un antiracisme blanc, porté par des organisations blanches. Voilà, c'est un peu la feuille de route dont la LDH doit se doter au terme de cette université d'automne. Ça ressemble un peu à un challenge, mais en même temps, je crois que c'est un véritable enjeu pour promouvoir une société solidaire, une société où se trouve réaffirmée l'existence et la primauté de l'intérêt général et des droits universels. Je vous remercie.